Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce soir. Et avant de laisser la parole au professeur Jean-Clément Martin, vous me permettrez quelques mots très rapides. Alors évidemment, on va en passer par les remerciements, puisqu'il faut remercier plusieurs personnes qui ont permis la bonne organisation de cette soirée. Je pense d'abord à Jean Burnelot, évidemment, qui a ouvert tout plein de portes et qui a permis de fédérer les initiatives comme les énergies. Je remercie aussi pour leur précieux concours l'association Patrimoine Lyonnais, présidée par M. Leloup, le centre de documentation sur l'histoire du mouvement ouvrier du travail, que vous connaissez sans doute toutes et tous, le CDHMOT, présidé par Florence Rebourg, qui, en son absence, est représentée par sa secrétaire Françoise Rioux, la Ligue de l'enseignement, présidée par Dominique Monnery. Je remercie aussi évidemment Gilles Trémège pour son appui, ainsi que l'Université de Nantes, qui met à notre disposition cet amphithéâtre. Je salue enfin le bureau des étudiants d'histoire de l'Université de Nantes, qui a largement tenu informer les étudiants et qui est représenté ce soir par son président, Jordan Allot. Alors le professeur Jean-Clément Martin nous fait ce soir l'honneur d'être parmi nous. Il est professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous avez été également pendant plusieurs années professeur à l'Université de Nantes. Vous êtes un des plus éminents spécialistes de la Révolution française, et à ce titre, vous vous êtes plus spécifiquement intéressé à la Terreur ainsi qu'aux guerres de Vendée. Vos travaux sur la question font référence. Parmi une longue bibliographie, je cite notamment votre biographie de Robespierre, parue chez Perrin, qui vient tout juste d'être rééditée au format poche chez Tempus. Je cite également vos ouvrages, que sont La Terreur, Vérité et légende, chez Perrin également, La guerre de Vendée, 1793-1800, dans la collection Point Histoire au Seuil, et chez le même éditeur, Violence et Révolution, essai sur la naissance d'un mythe national. Votre présence ce soir est pour nous particulièrement utile, puisque ce que nous avons coutume d'appeler les usages publics de l'histoire, c'est-à-dire l'utilisation de l'histoire dans le débat public contemporain, conduisent bien souvent à des dérives, voire à une forme d'instrumentalisation. Une histoire identitaire, qui est souvent d'ailleurs sciemment politisée, qui est dépourvue de toute méthodologie sérieuse, et qui est surtout prisonnière d'une ou de certaines mémoires, a désormais une nette tendance à s'imposer. La période de la Révolution française, si elle n'est pas la seule concernée, est particulièrement touchée par ce phénomène. Depuis les années 90, en effet, même les années 80, la question des violences révolutionnaires a été au cœur de nombreuses polémiques. En Vendée, on le sait, la question du génocide développé par certains est indissociable de la mémoire de ces événements. Et preuve en sont la nature des commémorations locales de 1993 et de 2013, ainsi que les 4 propositions de loi déposées entre 2007 et 2018 à l'Assemblée nationale sur cette question, et dont la plus récente date du 7 février dernier seulement. Sans même évoquer d'ailleurs la production littéraire récente, et il faut bien admettre assez prisée du grand public, mais au mieux très approximative, des Laurent Deutsch ou Patrick Buisson. Pourtant, loin de cette agitation, de nombreux historiens ont travaillé sérieusement et ont éclairé les mécanismes à l'œuvre pendant cette période. C'est votre cas, professeur Martin, et vous allez nous l'exposer au cours de votre conférence, qui dépassera le seul cas vendéen sans naturellement l'oublier, et qui s'intitule « Réalité de la terreur 1792-1795 ». Je vous laisse donc la parole pour 1 heure environ. À l'issue de votre exposé, nous prendrons un peu de temps pour répondre aux éventuelles questions de l'assistance, avant d'assurer à la table de presse une séance de signature qui viendra clôturer notre soirée. Vous y trouverez également à cette table de presse une boîte destinée à recueillir, si vous le désirez évidemment, votre participation aux frais d'organisation qu'une telle soirée ne manque jamais de susciter. Et nous devrons avoir libéré cet amphithéâtre pour 20h30 au plus tard. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup de cette invitation qui m'honore et qui m'impressionne. Je ne vous cache pas que je suis très impressionné de votre présence à tous ce soir. Je ne m'y attendais pas. Je prends ça pour de l'intérêt. Je prends ça aussi pour certainement le sentiment d'une urgence relative à justement les usages de l'histoire ou la fabrication de l'histoire. Et pour dire la vérité, je ne m'en réjouis pas.
C'est pas une situation agréable dans laquelle nous vivons, me semble-t-il, et il est certainement nécessaire de revenir encore une fois sur la méthode. Sur la méthode parce que, en définitive, et je préfère vous le dire tout de suite, je ne vais pas vous faire des révélations, je ne vais pas vous dire des choses que personne n'a dites. Il me semble que ce qui est à dire, c'est de remettre un peu d'ordre, de rappeler que l'histoire n'est pas le passé, que l'histoire a une méthode et qu'il ne suffit pas de faire du couper-coller avec Internet, surtout maintenant, pour dire qu'on est historien et qu'on donne des preuves. Et il me semble que c'est ça, seulement ça, que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, pour essayer aussi de comprendre, parce que c'est quand même ça qui nous réunit tous, cette espèce d'énigme de la présence douloureuse de la mémoire des violences de la période révolutionnaire. Parce que finalement, quand on met les choses un peu à plat, les violences révolutionnaires, si je le dis d'une façon très cynique, c'est pas grand-chose à côté des violences qui ont été liées au consulat et surtout à l'Empire. Pas grand-chose par rapport aux violences qui ont eu lieu dans la période coloniale, même au moment du XVIIIe siècle. Donc il y a quelque chose qui se joue là, et quelque chose qui mérite d'être expliqué, non pas pour tomber dans du relativisme ou du comparatisme idiot, mais pour essayer de comprendre pourquoi ça fait problème. Finalement, pourquoi est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui encore, après tout ce qui a été dit, redit, notamment ici il y a 30 ans, parce que on a tous des souvenirs, hein, pour une grande partie d'entre nous ici, de ce qui a déjà été dit ici il y a 30 ans, pourquoi est-ce qu'on revient encore là-dessus et pourquoi le deuil n'est pas fait? J'emploie le mot deuil d'une façon très précise. Hein. Bon. Il me semble que c'est ça qui sera peut-être l'objectif. C'est pas très historien, mais c'est sûrement un objectif à viser à côté de la méthode. À côté de la méthode et en partant donc justement de la terreur. Alors là aussi, je dirais, mais je vais le dire, ça va peut-être vous étonner, mais je vais le dire très simplement. Il y a 5 ou 6 ans, je n'aurais jamais dit ce que je vais dire. Tout simplement, je dis pas ça pour faire du scoop, hein. Tout simplement parce que il y a des évidences qu'on n'ose pas penser, il y a des remises en cause qu'on n'ose pas faire, et qu'il y a là cette espèce de remise en contexte qui me semble essentielle quand on fait de l'histoire, parce que faire de l'histoire, c'est ça. C'est d'arriver à comprendre les situations avec nos problèmes, avec nos mots. Ça, là-dessus, l'histoire est contemporaine, mais en même temps, en intégrant nos problématiques dans le respect, dans l'explicitation complète des contextes qu'on étudie et sans gommer ce qui nous dérange, sans gommer ce qui ne rentre pas dans nos explications. C'est de là dont je pars. C'est de là dont je pars avec une idée toute bête, une idée qui est quelque chose d'assez sourd en définitive. C'est depuis quand est-ce qu'on parle de la terreur et quand est-ce que la terreur est rentrée dans les lois de la nation française? Ça part de là, ma question. Ça part de là et il me semble que c'est comme ça qu'il faut poser les questions pour essayer aussi de voir si, pendant la Révolution, il y a eu, comme on le dit encore aujourd'hui, un régime de terreur, si, comme on le dit régulièrement, la terreur a été mise à l'ordre du jour ou pas. Et il me semble que c'est bêtement cette question d'érudition bête, de nominalisme, mais basique, hein, qu'il faut commencer par régler quand est-ce qu'on parle de la terreur, qu'on l'accepte et qu'on la met dans la loi. Et c'est à partir de cela, à mon avis, qu'il faut tirer la bobine, le fil de la bobine, et voir ce que ça veut dire. Très concrètement, et je dirais, vous pouvez le vérifier sans aucun problème, parce que maintenant, avec Internet, tout
toutes les lois de la Révolution sont sur Internet, dans la collection qui s'appelle Baudouin, B-A-U-D-O-I-N. Vous les trouverez en intégralité jusqu'en 1795. Les lois, décrets, on ne va pas rentrer dans le débat, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Les lois et les décrets de la Révolution ne prennent pas le mot terreur dans un sens positif, au sens de cette terreur de violence à laquelle on pense tout le temps, avant le mois d'août 1794. Très exactement le 5 août, et surtout à partir du 11 août 1794, c'est-à-dire un mois après la mort de Robespierre, l'exécution, je devrais dire, de Robespierre, quand Tallien, que vous connaissez à peu près tous, parce que je sais bien que votre culture de la Révolution, elle est là. Bon, le Thermidorien, qui a participé au massacre de septembre 1792, celui qui a été l'amant et le mari de Teresa Carbarus, va parler vraiment le premier du régime de terreur, du système de la terreur, c'est le mot exact, qu'il emploie donc le 10 Thermidor, j'ai dit le 11 août, pardon, c'est le 28 août, le 11 Messidor en deux états, excusez-moi, on va tout reprendre. Robespierre est guillotiné le 10 Thermidor en deux, un mois après, on est donc en Messidor, oui, et en Fructidor, décidément. On va y arriver. Et c'est ce jour-là que Tallien parle du système de la terreur en disant simplement qu'il y a eu 8 personnes qui ont été responsables de ce système de la terreur, dont Robespierre, mais on ajoutera Barère, Vadier et beaucoup d'autres. Et c'est vraiment à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que ce mot terreur rentre dans la loi pour dire très régulièrement, parce que ça sera repris ensuite à plusieurs occasions dans la loi, hein, je ne parle pas dans les discours. N'importe qui peut dire n'importe quoi. La loi est autre chose. Dans la loi, pour dire qu'effectivement, il fallait sortir de la terreur et que, grosso modo, cette terreur s'est achevée précisément avec l'exécution de Robespierre. Sans que personne ne dise à ce moment-là quand cette terreur qu'on voit arrêter avec l'exécution de Robespierre aurait bien pu commencer. Personne ne se pose cette question-là. Donc on a affaire là à quelque chose qui mérite d'y réfléchir, parce que précisément quand on remonte maintenant à partir de d'août 94 et qu'on va remonter vers les 2 années qui précèdent, les 2 années marquées par les massacres, les 2 années marquées par la guerre, les 2 années marquées par la guerre de Vendée, eh bien, quand on va chercher dans les décrets et dans les lois, on ne va pas trouver ni de décrets ni de lois qui institueront jamais la terreur dans la loi. On va trouver au contraire un débat, pour prendre maintenant brièvement les grands débats, on va trouver un débat qui est régulièrement cité comme celui qui aurait initié le 5 septembre 1793 le système de terreur, le régime de terreur, avec ce qu'on dit régulièrement la mise de la terreur à l'ordre du jour. Et il est nécessaire, malgré tout, de rentrer dans le détail, de rentrer dans la journée exactement du 5 septembre 1793, quand il va y avoir à la Convention l'arrivée d'un ensemble composite de troupes venues de la sans-culotterie parisienne et aussi du Club des Jacobins qui vont défiler dans la Convention en demandant à ce que soit créée une armée révolutionnaire avec un tribunal et que soient prises des mesures de répression vraiment radicales contre les contre-révolutionnaires et les ennemis aux frontières. On est en septembre 1793, c'est le moment où la menace de la Vendée est extraordinairement importante. Je ne vous fais pas de dessin, tout le monde le connaît bien, mais je pense qu'il faut bien voir que l'incertitude du sort de la Révolution est vraiment à ce jour-là
tout à fait réel et qu'aux frontières, les ennemis qui assiègent véritablement l'ensemble de la révolution sont là aussi extraordinairement dangereux. En outre, il y a toutes les insurrections à Bordeaux, à Toulon, à Lyon, à Marseille qui sont en train de se développer. On est dans un climat de tension extrême, de guerre extraordinaire, et ce défilé dans la Convention a été organisé depuis la veille, en accord en quelque sorte avec les principaux membres du comité de salut public, c'est-à-dire Barère, et Robespierre qui commence à jouer un rôle à peu près important à ce moment-là, et puis les têtes de la sans-culoterie parisienne, c'est notamment Hébert, c'est Chaumette. Et le 5, ces gens défilent pour réclamer cette armée révolutionnaire. Ça peut vous paraître bizarre, mais il n'y a pas à ce moment-là encore véritablement d'une armée révolutionnaire créée par décret. Les armées qu'on dit régulièrement révolutionnaires n'ont pas été sanctionnées spécialement par la Convention pour avoir cette titulature-là qui leur donnerait un rôle particulier. Donc il s'agit bien de créer une première armée révolutionnaire sous l'égide de la Convention. Et c'est vraiment très très important de penser cela. Et par-dessus le marché, celui qui est pressenti, qui va l'être ensuite le général de cette armée, c'est quelqu'un qui a fait en quelque sorte ses premières armes à Saumur contre la Vendée et qui brigue ce poste. Donc c'est vraiment un poste très important. Et au sortir du 5 septembre 1793, Barère va féliciter les braves sans-culottes et va leur dire « Vous avez demandé qu'on mette la terreur à l'ordre du jour. Soyez rassurés, nous vous avons entendu et vous avez cette armée. » Voilà. C'est-à-dire que le 5 septembre 1793, ça peut vous paraître étonnant ce que je vous dis, mais il faut vraiment comprendre les choses dans ce détail-là. Après des débats extrêmement violents, après le fait que la quasi-unanimité des conventionnels se soit opposée à faire la guerre comme des brigands, ça avait été proposé, à prendre des mesures qui soient trop violentes, ce qui avait suscité un débat à la Convention disant « ce que nous voulons, c'est la justice, et pas la mort ». Bon. Non, le 5 septembre 1793, il n'y a jamais eu de mise à l'ordre du jour de la terreur, et au passage, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire mise à jour de la terreur à l'ordre du jour de la Convention? Il y avait 2 ordres du jour de la Convention, comme dans toutes les assemblées, ça n'a jamais été inscrit. Ça aurait été politiquement important, ça n'a pas été fait. Mise à jour de la terreur à l'ordre de la nation, c'est symbolique, personne n'en a jamais parlé. Non, on a un mot d'ordre qui circule, qui n'a pas été débattu, et qui ressort finalement au terme de la journée qui voit cette création de cette armée révolutionnaire qui va partir à Lyon, qui ne partira pas en Vendée, qui sera chargée de la répression à Lyon, et d'une armée révolutionnaire au passage sans tribunal. C'est-à-dire que l'armée révolutionnaire, elle n'est même pas avec cette autonomie que les sans-culottes réclamaient pour pouvoir exercer leur justice comme ils le voulaient en leur nom. C'est bien la Convention qui garde le contrôle de l'ensemble des armées, au moins en théorie, au moins de l'armée sans culotte, et au passage, la Convention réussit aussi un tour de force intéressant sur lequel personne ne s'interroge, c'est limiter le nombre de réunions des comités de section à Paris, et c'est d'envoyer en prison les rivaux les plus à l'extrême gauche de la sans-culotterie qui gênaient Hébert. Jacques Roux est envoyé en prison, il se suicidera 3 mois après. Donc, si je résume, et d'une façon un peu cynique, ce qui s'est fait le 5 septembre 1793, c'est sur une réclamation qui courait depuis 2 ou 3 mois, de mettre la terreur à l'ordre du jour. Les conventionnels ont écouté, ont botté en touche, ne se sont pas opposés à la chose, ne n'ont pas donné leur aval, ont éliminé les rivaux d'extrême gauche pour conforter les sans-culottes au pouvoir qui détiennent à ce moment-là, et on va y revenir tout à l'heure, un pouvoir considérable au ministère de la Guerre. Et on est là
sur une zone floue, une espèce d'incertitude, puisque pendant à peu près 2 mois, personne ne saura si, oui ou non, la terreur a été mise à l'ordre du jour. Un certain nombre de journalistes auront écrit, à Bordeaux notamment ou à Lyon, que la terreur a été mise à l'ordre du jour. Un certain nombre de représentants en mission vont dire, quand ils sont envoyés dans les provinces, je vais mettre la terreur à l'ordre du jour, sauf qu'il n'y a pas de loi, sauf que finalement, cette espèce de mot d'ordre va tomber de lui-même et que personne réussira à savoir ce qui s'est passé. En l'occurrence, ce jour-là, Robespierre s'est absenté, a quitté la présidence de la Convention qu'il occupait pour aller négocier avec le club des Jacobins, et c'est certainement là que les décisions ont été prises et ce flou est posé. Ce flou est important. Ce flou, on ne va pas dire qu'il n'existe pas. Ce flou est extrêmement considérable et expliquera pour grande partie les violences qui vont se commettre. En revanche, en même temps qu'il y a ce flou sur lequel il ne faut absolument pas qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas occulter, en même temps qu'il y a ce flou, il va y avoir aussi la volonté qui va se retrouver exprimée à plusieurs reprises dans la Convention, à la quasi-unanimité, d'un refus de l'emploi de la terreur. On va le trouver régulièrement, que ce soit en mars, que ce soit en avril. Et puis, je dirais, surtout, pour faire bref, je ne vais pas vous citer systématiquement toutes les occasions par lesquelles la Convention exprime son refus de la terreur et sa volonté de mettre, parce que c'est redire régulièrement, la justice à l'ordre du jour. Mais c'est aussi le dernier discours de Robespierre, donc le 8 Thermidor, c'est-à-dire le 26 juillet 1794, quand le dernier discours qu'il va prononcer, il va dire deux fois qu'il refuse expressément le système de la terreur. Et quand il dit ça en disant qu'il y a dans la Convention des individus qui sont partisans de la terreur et qui veulent l'appliquer, et que lui a toujours été contre. Alors, vous me direz que c'est aussi une leçon difficile à comprendre, puisque en février 1794, Robespierre lui-même avait aussi associé la terreur et la vertu, en disant que sans la terreur, la vertu était un petit peu inutile, mais que sans la vertu, la terreur était dangereuse. Et il avait parlé à ce moment-là de la difficulté à exercer ce qu'il avait appelé, et qui pose encore aujourd'hui régulièrement problème, parce que c'est mal expliqué, le despotisme de la liberté. Ce que Robespierre visait, et je dirais, il ne faut pas chercher des choses très compliquées, il faut le lire, tout simplement, il disait très clairement, malgré tout, malgré le flou qu'on peut trouver dans ses jeux politiciens, et je reviendrai tout à l'heure, il disait qu'on ne pouvait pas rentrer dans une application de la terreur si on n'était pas soi-même vertueux, et que si on appliquait la terreur, il fallait le faire en sachant que la terreur, c'était l'arme des despotes. Ce n'était pas l'arme de la révolution. C'est-à-dire que la terreur était contraire à l'esprit de la révolution, que ceux qui pouvaient appliquer éventuellement la terreur ne devaient l'appliquer qu'aux mauvais citoyens et qu'ils devaient protéger les bons citoyens, et qu'en aucun cas ceux qui pouvaient exercer ce mode de gouvernement ne pouvaient être qu'une minorité acceptant de se sacrifier à cette dérive en quelque sorte trop violente qui faisait qu'à un moment donné, il était nécessaire d'employer des armes venues de la monarchie pour sauver la Révolution. Mais les choses étaient, de ce point de vue-là, dans l'esprit de Robespierre, extrêmement claires. Malgré tout, il n'était pas question de permettre à tout le monde d'user de ce genre d'armes. Et c'est au moment, février 1794, où il va envoyer les chefs sans culottes à l'échafaud, c'est-à-dire qu'il est en train là, avec d'autres conventionnels, tout simplement de ramener à Paris tous ceux qui ont exercé des violences
théoriquement au nom de la Convention, mais aussi sans le contrôle de la Convention, c'est Tallien, c'est Fouché, c'est Carrier. C'est le moment où ils reviennent à Paris. C'est le moment où il y a la centralisation des jugements auprès du tribunal révolutionnaire et la fermeture de tous les tribunaux, cours particuliers, extraordinaires qui peuvent exister dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a bien là cette remise sous le contrôle de la Convention de ce qui s'est passé depuis 3 mois dans l'ensemble des provinces et sur lequel il faudra bien évidemment s'interroger. Et c'est aussi le moment où Saint-Just va intervenir une fois sur la terreur en disant qu'il ne faut pas utiliser la terreur, que la terreur est une arme à double tranchant, c'est les mots de Saint-Just, et que cette terreur, elle profite aussi à des contre-révolutionnaires, que cette terreur est un objet extraordinairement dangereux. Donc, on a affaire là à un refus répété, sur lequel il faudra s'interroger, de la part de Robespierre, de Saint-Just et de la quasi-unanimité des conventionnels à utiliser la terreur, sauf que, précisément, ça sera une fois Robespierre mort que ce mot de terreur sera utilisé, et sera utilisé pour dire tout ce qui s'est passé s'appelle la terreur, et Robespierre en est le responsable. Bon. Donc, il y a là un paradoxe qui est, je dirais, essentiel et qui n'est pas une anecdote. Qui n'est pas une anecdote parce que d'un mot, et on va revenir sur le août 1794, et ensuite on reviendra à nouveau sur la violence pour essayer de la comprendre, ce qui se passe en août 1794, c'est l'élimination d'un individu qui a mis en définitive l'ensemble de la Convention contre lui à partir du printemps 1794. Et je crois qu'il faut là aussi revenir à l'érudition, revenir aux détails des faits, dire en 2 mots, vous allez me pardonner, je vais très très vite, dire en 2 mots que jusqu'en mars ou jusqu'en avril 1794, on peut dire, je pense, avec des preuves, que Robespierre est un des membres du comité de salut public parmi d'autres. Que les décisions, les discours qu'il prononce, les décisions qu'il prend, qu'il fait prendre, sont des décisions, à l'exception d'une ou deux, on y reviendra, qui ont été prises en conformité, en accord avec l'ensemble des membres essentiels du comité de salut public, y compris quand il va y avoir les fêtes nationales. On voit bien que là, il reprend les idées des autres et qu'il va finalement, en quelque sorte, mettre en musique ce que d'autres, Barrère, Billaud-Varenne, Carnot, vont proposer, y compris quand il va parler, pour faire bref, mais c'est quelque chose qui frappe beaucoup, il va inventer la fête du malheur. La fête du malheur, c'est une idée qui court parmi les conventionnels et que Fouché avait même proposé. Donc, on voit bien que Robespierre, là, reprend des idées qu'il met en place. Or, à partir de mai-juin 1794, ce qui se passe est un peu différent. On se rend bien compte, là, et je dirais l'historien se rend compte, mais les conventionnels se rendent vraiment compte davantage, que se met en place autour de Robespierre et avec Robespierre une espèce de mise en montée en quelque sorte du pouvoir de Robespierre et de ses amis, avec bien sûr quelque chose qui choque beaucoup, qui est la fête de l'être suprême. Et la fête de l'être suprême, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que c'est compris à l'époque et encore aujourd'hui par une partie de la gauche républicaine comme une fête cléricale religieuse. Que c'est quelque chose qui avait profondément choqué et qui avait quand même incité à penser que Robespierre s'instituait là pontife et était en train de capitaliser autour de lui ses attentes de religiosité. Mais surtout, ce qui va se produire ensuite, c'est cette loi de Prairial, appelée seulement depuis 70 ans, c'est pas beaucoup, loi de grande terreur, qui est tout simplement une espèce de mise en conformité du tribunal révolutionnaire, qui ne change pas grand-chose sur le fond, sauf une chose,
c'est que les conventionnels se rendent compte que le tribunal révolutionnaire sera contrôlé, et pratiquement par eux seuls, par les membres du comité de salut public et les membres du comité de sûreté générale. Donc il y a cette peur autour de Robespierre. Et puis le fait, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est que tous les pouvoirs parisiens sont capitalisés par des proches de Robespierre. Tous, il n'y en a pas un qui échappe. Bon. Et que ce qu'on oublie tout le temps, c'est que le 10 Thermidor, date évidemment marquée par l'exécution de Robespierre, aurait dû être la date d'autre chose. Ce qui était prévu, c'est que c'était la fête commémorant l'entrée au Panthéon de Barras, que vous connaissez tous, et de Viala, qui est l'homologue avignonnais. Et c'est-à-dire que ce jour-là, Robespierre aurait présidé cette fête, alors que la garde nationale et que les élèves de l'école de Mars, c'est-à-dire tous les hommes en armes, auraient quadrillé Paris, c'est-à-dire que le 10 Thermidor, les Fouché, les Barras, les Taliens, les Carrier qui craignaient pour leur tête, pouvaient légitimement penser que Robespierre aurait pu, tout simplement, avec la force armée qu'il avait autour de lui, affirmer son pouvoir sur la Convention, les prendre et les envoyer au tribunal révolutionnaire. Donc il me semble que le 9 Thermidor, c'est pas seulement une manœuvre contre Robespierre l'incorruptible, c'est surtout cette espèce de grande montée d'une rivalité entre un groupe de conventionnels et les autres, à un moment où plus rien ne leur permet de trouver un compromis, puisque, on le sait bien, c'est pas seulement Talien, c'est aussi Barrère, c'est aussi Billaud-Varenne et Collot d'Herbois, c'est-à-dire l'extrême gauche du comité de salut public, qui se rallient, qui appuient le coup d'État de Thermidor et l'exécution de Robespierre. Donc, on est bien là, dans une crise qui est une crise, j'emploie le mot exprès, politicienne, d'une crise qui est liée à ce petit groupe de conventionnels qui savent les choses, alors qu'une grande partie des conventionnels n'ont rien vu venir, en définitive. Hein. Mais on est bien là dans des jeux politiciens, et ce qui se passe un mois après, c'est de dire, voilà, ce qui s'est passé le 9 et 10 Thermidor, c'est l'exécution du tyran, ça le mot naît le lendemain de la mort de Robespierre, du monstre, c'est là aussi le mot qu'on va employer, et puis un mois après, donc Talien dit, voilà, tout ce qui s'est produit, c'est la terreur. C'est la terreur, et nous allons maintenant changer de régime, et nous allons maintenant abandonner ces lois violentes qui ont existé jusque-là. Donc, on a affaire là à un coup de force de la part de Talien, et ce qui est pour moi extrêmement impressionnant, c'est que finalement, contre les conventionnels, contre Robespierre, c'est la parole de Talien qui est crue, qui aujourd'hui encore fait foi, puisque finalement on ne parlait pas de terreur avant, que Talien invente la terreur au mois d'août, et que encore aujourd'hui, 200 ans après, on considère que ce qui s'est produit avant, c'est la terreur, et on réfléchit savamment pour comprendre toute cette période indéterminée, pour dire c'est la terreur, et Robespierre qui en est la cause. Et c'est ça, si vous voulez, qui me semble absolument fondamental à comprendre et à casser. Et à casser, alors je dirais, à casser avec bien sûr précaution. Parce que si on casse là, et on verra tout à l'heure les raisons pour lesquelles ça a marché, il est nécessaire malgré tout de se poser la question, si on n'appelle pas ça terreur, on va l'appeler comment? Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé de 1792, pour faire bref, à 1794, et comment est-ce qu'on peut qualifier cette période-là? J'ai pas envie de remonter plus haut que 1792, on y reviendra peut-être plus tard, parce qu'il me semble que c'est quand même la clé qui est là, la clé essentielle, et cette clé, ce sont bien sûr les massacres de septembre. Les massacres de septembre 1792, qui suivent août 1792, sont, je dirais, encore aujourd'hui, deux événements mal connus. Vous savez tous qu'il y a à peu près 12 ou 1300 morts en septembre 1792 à Paris, mais
il y a là aussi peut-être plusieurs centaines de morts dans l'ensemble du pays. Vous avez peut-être eu l'idée des combats qu'il y a le 10 août 1792, sauf que le 10 août 1792 a été suivi par un massacre absolument abominable, un dépeçage des gardes suisses, on les a coupés, on les a émasculés, on les a brûlés, quelque chose qui encore aujourd'hui n'est pas véritablement établi historiquement et qui a profondément marqué les consciences. Profondément marqué les consciences parce que c'est sur ces massacres que la Convention naît, c'est sur ces massacres que la République est créée le 21 septembre 1792 en ne posant pas la question de la responsabilité des massacres. Et si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment accepter là que ces massacres ont été en quelque sorte occultés pendant toute la période de la Convention et notamment occultés par une intervention importante de Robespierre en novembre 1792 quand cette question de la responsabilité des massacres est à nouveau posée et que Robespierre répond « Vous vouliez la révolution sans la révolution ». Donc on abandonne cette question-là, mais elle revient encore au moment du procès du roi, ce qu'on oublie tout le temps, parce que si le roi est exécuté, c'est aussi parce qu'il n'est pas possible de l'acquitter, puisque ça remettrait en cause août et septembre 1792 et ses massacres fondateurs. Et ces massacres de 1792, ils seront jugés à partir de septembre 1794 et du printemps 1795, quand enfin il y a une espèce de justice là qui se met en place et un certain nombre de massacreurs seront jugés et condamnés. Bon, ce qui est régulièrement oublié. Donc, on est là avec des massacres qui sont importants, qui peuvent s'expliquer comment. Parce que si on envoie la terreur dans les placards, il faut qualifier. Et il me semble que ces massacres de septembre, comme les tueries de août 1792, sont tout simplement, si j'ose dire, des événements, des violences, je vais le dire, c'est pas cynique, qui sont caractéristiques de toutes ces sociétés de l'époque, quand des populations qui se sont senties véritablement mobilisées pour une cause sont prêtes à tuer systématiquement avec des violences inouïes leurs opposants. On a affaire là à des massacres qui sont pas tellement politiques, mais qui sont véritablement là anthropologiques. Et le mot peut éventuellement choquer, mais qui sont commis comme ils sont commis ailleurs, par des foules qui sont sous des pressions, sous des inquiétudes. L'inquiétude d'août et de septembre 1792, c'est que les ennemis rentrent dans Paris et exécutent les révolutionnaires. C'est ce qui est promis. Hein. Bon. Donc on a affaire là à des petits groupes d'individus qui vont se livrer à ces violences, je dirais, ordinaires, qu'on va trouver ailleurs, hein, qu'on va trouver, pour ne prendre qu'un exemple, ce sera les violences d'une sauvagerie inouïe qu'on trouvera notamment au moment de la guerre d'Espagne, quand les populations sont livrées elles-mêmes et se défendent. Bon. Le problème, malgré tout, politique qui se pose, il ne faut pas l'oublier non plus quand même, c'est que ces foules qui sont 300 ou 400 personnes en septembre, 1 millier, 2 milliers en août 1792, ces foules ont été encadrées par un certain nombre de révolutionnaires, et ça, on le sait. Bon, c'est Danton, c'est Marat, c'est Tallien, c'est-à-dire qu'un certain nombre de révolutionnaires qui vont devenir des conventionnels ont favorisé, permis, accepté ces violences et n'ont rien fait pour les arrêter. Les seuls qui ont cherché à les arrêter 2 jours après, ce sont les futurs Girondins ou les Girondins du moment qui ont essayé de limiter ces violences, mais en laissant passer malgré tout 2 jours. Donc on a affaire là, août et septembre, à cette violence qui est, je dirais, ordinaire, et c'est précisément, et je le dis là aussi, ce n'est pas du cynisme, mais je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme elles se sont passées. Ce sont ces violences que précisément ces individus qui les avaient permis, autorisés
et qui les avaient essayé aussi de les encadrer, vont refuser dans les mois qui suivront, puisque c'est à partir, on le voit bien, de janvier 93, janvier 1794, que la volonté des conventionnels est claire, il n'est pas permis de renouveler ces violences. Et c'est pour cela qu'il va y avoir la création du fameux tribunal révolutionnaire de mars 1793. Et mars 1793, la création du tribunal révolutionnaire, 2 mois après la mort de Louis XVI, c'est la volonté d'encadrer politiquement les violences et de ne pas permettre qu'il y ait des violences populaires comme celles qui ont marqué les mois précédents. Une chose qu'il faut aussi avoir en tête, parce que ça peut paraître être un paradoxe, mais ça ne l'est pas, c'est que ce tribunal révolutionnaire, donc mars 1793, est un tribunal dans lequel Robespierre ne jouera aucun rôle, ses propositions sont refusées, c'est Danton qui va jouer un rôle un peu plus important dans la création du tribunal, et les membres qui vont constituer les commissions du tribunal sont pris parmi les Girondins. Dit autrement, on va mettre en place un tribunal avec des gens qui sont hostiles à cette violence et qui vont rester à la tête de ce tribunal, grosso modo, jusqu'en septembre 1793. Et quand je dis ça, je le dis avec stress, avec un grand sérieux. C'est-à-dire, tous ces gens savent très exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils dosent très précisément le jeu politique. Ce qui est là mis en place, c'est l'affichage de mesures radicales et en même temps le contrôle pour éviter que ces mesures radicales s'emballent et partent en quelque sorte dans une violence dont ils ne veulent pas. Donc, et là, il y a quelque chose qu'il faut véritablement avoir en tête et ne jamais oublier cette situation-là qui permet de comprendre, et on va continuer comme ça à toute vitesse, de comprendre les événements les plus dramatiques qui se passent précisément à partir de septembre 1793. Parce que cette fameuse date de septembre 1793, si on a débattu de la terreur, c'est que ce qui était en cause, c'était l'usage de la violence militaire. Et ce qui se met en place en septembre 1793, c'est un système, en quelque sorte, je dirais, à double vitesse. À double vitesse parce que sur les frontières, ce qui est évident, c'est que les armées aux frontières sont contrôlées par le Comité de salut public et par Carnot et par Saint-Just. Leur rivalité ne nous importe pas aujourd'hui. En revanche, les armées qui sont envoyées contre la Vendée sont des armées qui sont contrôlées par le ministère de la Guerre, je le disais tout à l'heure. Ce ministère de la Guerre est contrôlé intégralement par les sans-culottes, par Hébert, mais surtout par Ronsin, par Vincent, qui sont véritablement les gens les plus déterminants de ce ministère. Et c'est ces armées-là qu'on va envoyer sous le contrôle unique à partir de septembre des généraux qui sont à Saumur, des généraux qui sont sans culottes, qui réclament la levée en masse, qui veulent juger les Girondins, les Montagnards et les Antonistes et qui les envoient à l'échafaud et qui vont lancer dans la Vendée toutes ces armées qui vont effectivement avoir le succès que l'on connaît, parce que là, l'unité est importante à partir de la bataille de Cholet d'octobre 1793, mais aussi avec des méthodes encore plus expéditives que celles qui existaient auparavant. Donc, on est rentré là dans une guerre, en quelque sorte, qui est sans limite, à partir de septembre 1793, des limites que la Convention rétablie comme elle l'entend avec le fameux décret du 1er août 1793 et l'article 8, qu'il faudra toujours rappeler, la protection des femmes, des enfants et des vieillards, qui a été effectivement une protection effective, mais en même temps avec ces armées sans culottes qui vont être là, en quelque sorte ceux qui vont déterminer la victoire de la Révolution, ceux qui vont éliminer la menace vendéenne et ceux aussi qui vont disparaître dans cet effort de guerre, puisque ce qui va se passer entre septembre 1793 et décembre 1793, c'est la disparition dans ce choc des deux ennemis de la Convention, les contre-révolutionnaires vendéens d'un côté, les sans-culottes de l'autre. À partir de décembre 1793, on peut estimer
que les forces sans culottes n'existent plus. Les généraux se suicident ou disparaissent, et c'est le retour là du contrôle de la Convention sur les armées et même sur Turreau, dont il faudra parler tout de suite, qui est rétabli. Et c'est aussi avec une mesure à laquelle on ne pense jamais, c'est aussi là le moment de cette reprise en main de cette situation chaotique que je suis en train de décrire. C'est 6 décembre 1793, Robespierre fait décréter, ça on sait que c'est lui vraiment, et c'est lui qui obtient ce décret, fait décréter à la Convention que l'athéisme est contre-révolutionnaire et qu'il faut respecter la liberté des cultes. Bon, ça peut vous paraître anecdotique, ça ne l'est pas. La liberté des cultes, qui est à ce moment-là inscrite dans la loi en décembre 1793, a une portée absolument fulgurante qui n'échappe à personne. C'est l'arrêt de la déchristianisation, c'est signifier aux sans-culottes qu'ils ne peuvent plus être athées et développer les fêtes de la raison comme ils le faisaient, et qu'il est nécessaire là de laisser les gens ordinaires croire et aller dans les offices qu'ils veulent librement, dans la mesure où il n'y a pas les prêtres fanatiques qui pourraient être au contraire eux dangereux. On est toujours contre les prêtres fanatiques, mais il n'est pas question d'imposer un culte et surtout d'imposer l'athéisme. Et sur ce décret qui est véritablement essentiel, on voit bien que là, ce qui est en jeu, c'est la fin de la concurrence entre sans-culotterie et convention, c'est le rétablissement du pouvoir de la Convention, et c'est le début de la fin de toutes ces concurrences d'armées et de toutes ces concurrences de tribunaux qui existaient dans l'ensemble du pays. Ce qui se met en place à partir de décembre 1793, c'est l'arrêt de toutes ces violences à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Marseille, et ce rappel des représentants en mission qui étaient dans une espèce d'opposition aux membres, entre guillemets, modérés, mais je dirais que Robespierre en fait partie, du comité de salut public, cette remise en place, ce qui s'appelle, ça pourra peut-être vous étonner, mais il faut peser les mots aussi, la mise en place du gouvernement révolutionnaire. C'est le moment où il y a un gouvernement révolutionnaire. Avant, il n'y en avait pas. Là, en décembre, on instaure ce qui s'appelle le gouvernement révolutionnaire. C'est Billaud-Varenne qui s'en charge. Et ça veut dire très concrètement qu'à partir de janvier 1794, il n'y a plus d'élections en France. Que tout est centralisé dans la Convention et qu'il n'y a que des délégations de pouvoir depuis la Convention et qu'il n'y a plus là cette liberté, entre guillemets, démocratique avec ses excès qui existaient auparavant. C'est ça ce qui est en cause. Bon, c'est-à-dire qu'on a eu cette période de grande violence de septembre 92, on a eu ce grand moment d'affrontement et cette rivalité qui se produit dans l'été et l'automne 1793, et on a affaire, à partir du printemps 94, à cette remise en place d'un pouvoir d'État qui est en train d'empêcher que, je vais le dire comme je le pense, que les violents puissent s'emparer de mots d'ordre politique pour mener leur propre guerre. C'est ça ce qui se passe. Bon. Et qui se passe jusqu'au printemps 1794, quand Robespierre donne l'impression que non seulement cette centralisation qui se met en place va profiter à la Convention, mais risque de profiter à lui et à lui seul de cet arrêt brutal de ce processus et de l'exécution de Robespierre. Donc, on a eu affaire à quoi finalement? On a eu affaire à une période de guerre civile. De guerre civile entre les révolutionnaires. C'est pas seulement entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Ce qui s'est joué là jusqu'au printemps 1794, c'est la guerre entre sans-culottes et conventionnels pour arriver
à contrôler le pouvoir dans le pays. C'est ça qui se passe. Et ça veut dire que dans l'automne et l'hiver 1793, ce qui s'est passé, et là je pèse aussi mes mots, ça a été la mise en place d'un vide d'État, pas un excès d'État, comme on le dira en parlant du totalitarisme nazi, stalinien, tout ce que vous voulez, ou cambodgien. Non, là on est bien. Et puis c'est pas seulement des rivalités internes, c'est bien des ruptures complètes avec des chaînes de commandement qui sont en opposition, avec des groupes qui sont en lutte pour le pouvoir et qui permettent qu'effectivement il y ait une prise de responsabilité qui n'aurait pas dû être prise par des individus qui font véritablement tout et n'importe quoi à leur guise. Non, ça ne justifie rien. Ça n'enlève pas les responsabilités. Et je dirais même, ça les aggrave. Pour dire les choses autrement, il me semble que quand on voit l'attitude précisément de Robespierre, on le voit jusqu'en décembre précisément, jusqu'en décembre 1793, on le voit soutenir Hébert et les sans-culottes, c'est clair. Bon. Et on le voit à partir précisément de décembre 1793 commencer à s'en retirer jusqu'au moment où il va les envoyer à l'échafaud. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? De plusieurs sortes. D'une part, il est certain que les nouvelles n'arrivent pas toujours facilement et qu'il est certainement difficile de faire la part des choses entre toutes les nouvelles qui arrivent. D'autre part, les menaces existent et elles sont véritablement extraordinairement pesantes. Troisième chose, et il me semble qu'il faut aussi accepter cela, de laisser les sans-culottes régler la question vendéenne dans l'automne 1793, c'est, me semble-t-il aussi, certainement un calcul politique clair. On va éliminer les ennemis de la Convention d'un coup, à gauche comme à droite. Et donc là, les responsabilités de la Convention, elles existent. On ne va pas dire le contraire. Mais on est bien là dans ce jeu politicien, dont, si j'ose dire ça comme ça, la Vendée aurait été une retombée extrêmement négative, mais une retombée en quelque sorte involontaire et pas liée à une volonté politique, mais liée là à des jeux politiciens qu'il fallait véritablement mener jusqu'au bout. On pourrait dire la même chose de Toulon, on pourrait dire la même chose de Marseille et bien sûr de Lyon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas la terreur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de régime, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique organisée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'individus qui sont ciblés en tant que tels, ni pour une identité quelle qu'elle soit, ni pour une appartenance politique. Ça veut dire très concrètement qu'on est là dans des mesures contradictoires qui s'expriment très concrètement, pour prendre l'exemple que vous avez certainement tous dans la tête, par le fait que précisément le 1er août 1793, quand Barère va faire son grand discours en disant régulièrement « détruisez la Vendée et vous n'aurez plus de problème avec l'Angleterre, détruisez la Vendée et l'Europe sera pacifiée », il y aura la loi, le décret qui suivra, qui dira que les femmes, les enfants et les vieillards doivent être protégés. L'argent aura été mis de ce point de vue-là à disposition. C'est au bas mot 20 000, 30 000 personnes qui seront protégées. Des enquêtes seront diligentées dans l'ensemble de la Vendée, enfin des territoires insurgés, pour préserver les biens des Vendéens républicains. C'est-à-dire qu'on ne tue pas des individus parce que, habitant dans un lieu, on tue bien les brigands de la Vendée. Bon, reste que on laissera faire. On laissera faire, et c'est compliqué enfin, ce jeu autour de Turreau en janvier 1794, quand on va laisser Turreau lancer ses colonnes incendiaires dans l'ensemble du territoire, avec, en quelque sorte, comme mot de la part de Carnot, qui parle au nom du comité de République, que on connaît tes sentiments patriotiques, tu appliqueras les lois. Bon, et ça sera tout ce que Turreau recevra de la Convention, c'est-à-dire que
Hans et Frankenstein, qui ne sont pas des tendres, si j'ose dire ça comme ça, appliqueront la loi d'une façon extrêmement violente. En même temps, on sait qu'ils joueront un rôle dans la protection justement des réfugiés de la Vendée, comme on les appelle. Donc on est là dans cette espèce ambiguïté qui sera aussi le fait de Turreau lorsqu'il lance ces colonnes incendiaires qu'on appellera infernales par la suite. Ces colonnes incendiaires, on le sait bien, ont été beaucoup plus dangereuses et extraordinairement violentes dans l'est de la région, le Haut-Bocage et le Maine-et-Loire, que plus dans l'ouest, tout simplement parce que les généraux qui en étaient en charge avaient des consciences d'application des consignes différentes. Bon, et que les gens comme Huchet ou Cordelier étaient véritablement des gens peut-être sans foi ni loi et d'une grande violence. Reste que le plan de Turreau va être abandonné 2 mois après. Reste aussi que Huchet, qui aurait été condamné à mort par le tribunal de Luçon, reviendra malgré tout en Vendée avec un grade supérieur. Donc on est bien là. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face dans ce tissu de contradictions, de jeux de groupe qui fait que toute cette période-là est traversée par ces rivalités politiques qui expliquent ce qui s'est passé, mais qui interdisent de voir dans ce qui s'est produit à Paris entre 1792 et 1794 un régime organisé, un système totalitaire et une volonté politique unique. On n'en est pas là, on est plutôt dans cette espèce de chaos qui a profité à bien des gens. Et pour conclure, en définitive, et pour expliquer, pour boucler la boucle, et c'est ça qui permet de comprendre pourquoi Tallien gagne la partie. Quand Tallien, en août 1794, va dire « tout ce qui s'est passé, c'est la terreur », va accuser 8 personnes, dont 7 qui vont, il y en aura que 2 qui vont vraiment être punis, les autres vont disparaître dans la nature et mourir dans leur lit à des âges fort avancés. C'est Barrère ou c'est Vallier. Les 2 seuls qui meurent, c'est les plus à gauche qui vont mourir, Collot d'Herbois et Billaud-Varenne, qui vont être véritablement punis. Donc, on a affaire là à une espèce de réécriture générale de la période qui permet de trouver un bouc émissaire facile. C'est Robespierre qui a réussi à se couper de tout le monde et qui a aussi, je dirais, le profil qu'il faut pour servir de monstre. Et c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est si la parole de Tallien réussit, c'est qu'elle est parfaitement adéquate à la demande du pays et qu'elle est parfaitement adéquate à ce qu'on peut comprendre des événements. Tout ce que je viens de vous raconter, qui l'a compris? Très peu de gens. Les sans-culottes parisiens n'ont absolument rien compris qu'on ait pu envoyer à la guillotine les chefs sans-culottes et qu'ensuite on ait pu envoyer Robespierre à la guillotine. Personne n'a compris ça. Jusqu'en juillet 1793, il y avait là des manœuvres extraordinairement complexes pour s'accuser les uns les autres. Les gens ordinaires ont été laissés à l'écart de ces événements, si bien que quand Tallien va proposer l'idée que c'est Robespierre et Robespierre seul, en définitive, qui est celui qui est responsable de la terreur, arriveront à la Convention des adresses pour féliciter la Convention, en disant « vous nous avez débarrassé du tyran », mais il y en a aussi certaines communes qui sont un petit peu en retard et qui auront envoyé en même temps des adresses pour féliciter Robespierre. Bon, donc on est là, dans cette espèce de méli-mélo politique. Il faut bien avoir en tête, il n'y a qu'un petit parti qui arrive à comprendre, avec le recul que nous avons aujourd'hui, ce qui s'est effectivement passé. Bon, Tallien arrange tout le monde. Tallien arrange tout le monde, et en chargeant Robespierre, il réussit un coup fabuleux. Toute l'attitude de Robespierre, que tout le monde a en tête, et qui va être aggravée par la suite, ça va être de comprendre Robespierre comme ce petit bonhomme, poudré, avec ses habitudes d'ancien régime, avec ses grosses lunettes, avec son vin coupé d'eau, avec son goût pour les oranges, avec aussi son absence de vie sentimentale et sexuelle. Et comment comprendre que ce type-là ait pu diriger le pays
alors qu'il n'a pas la stature de Danton ou de Mirabeau, c'est-à-dire que dire que Robespierre est un monstre, ça tombe évidemment sous le sens. Il ne pouvait être qu'un monstre pour avoir, et là on va tout inventer. On va inventer qu'il avait créé des tanneries de peau humaine, qu'il avait inventé des sanguiducs, des fossés pour recueillir le sang tombant des échafauds, qu'il avait inventé un échafaud à 7 ou 8 fenêtres, etc. Donc il va y avoir là une gigantesque prolifération d'accusations contre Robespierre. Attention, hein, les tanneries de peau humaine, on les retrouve encore, hein. C'est pas quelque chose qui ont disparu, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ça reviendra au XIXe siècle, ça revient encore aujourd'hui. Donc on a affaire là à une création exceptionnelle d'une légende noire qui s'applique à Robespierre comme un gant, parce que aussi on a guillotiné autour de Robespierre 110 partisans de Robespierre. Et là, l'élimination est totale. Il ne reste plus de survivants en quelque sorte des partisans de Robespierre pour le défendre, alors qu'il reste des survivants des Girondins et qu'il reste beaucoup de survivants des Dantonistes. Donc on a réussi là un coup extraordinaire. Première chose. Deuxième chose, et surtout, c'est que ce qui arrange aussi beaucoup, c'est que avec cette idée-là, tous ceux qui ont été mêlés au massacre, à commencer par Tadien. Bon, Tadien, on sait bien, mais de la touche. On sait bien qu'ils ont été liés au fameux massacre de septembre. Et puis il y a Fouché, qui joue un rôle considérable, qui craignait pour sa tête quand Robespierre l'a fait revenir de Lyon, qui joue un rôle extrêmement important, puisqu'on sait aussi que c'est lui qui va inspirer à François-Noël Babeuf. Pas encore Gracchus. Gracchus, c'est plus tard. François-Noël Babeuf, l'idée de publier ce livre sur la dépopulation de la France organisée par Robespierre et par Carrier. Bizarre, mais les deux se détestaient, mais là ils vont être unis et ils seront partisans du même courant de dépopuler la France, et l'invention du fameux populicide vendéen, c'est Babeuf, grâce à Fouché. Et l'idée là, c'est de dire, il s'est passé à Nantes, et Carrier paiera de sa tête, des choses exceptionnelles liées à Robespierre. N'allons pas voir à Bordeaux, Tadien, n'allons pas voir à Marseille, Barras, n'allons pas voir à Lyon, Fouché. Donc il y a là quelque chose qui permet aux vrais, je dirais, acteurs de cette violence sauvage de l'automne 93 de se faire oublier, et de se faire oublier vraiment. Hein. Fouché réussira d'une façon exceptionnelle, on ne va pas revenir là-dessus, on y reparlera si vous voulez. Troisième chose, c'est si Tadien réussit, c'est pour une autre raison, c'est que en disant, voilà, finalement, c'est Robespierre, et puis 7 ou 8 autres, mais c'est Robespierre qui a organisé la terreur, on va pouvoir maintenant rouvrir progressivement les portes des prisons et bâtir un nouveau régime. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les braves types, ou tous les pauvres types, c'est au choix comme vous voudrez, qui ont participé à des opérations militaires, qui ont été mêlés éventuellement à des violences qu'ils ont vues, qu'ils n'ont pas forcément commises, et qui les ont choqués, et qui sont pour certains poursuivis. Je pense précisément aux Nantais du comité révolutionnaire et qui vont être acquittés. C'est pour dire à tous ces gens-là, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, vous avez participé à un système qui vous a excédé. Et quand je dis ça, je le dis très sérieusement. C'est-à-dire que là, les paroles de Fouché, c'est véritablement un dégrisement. C'est-à-dire de dire, voilà, nous avons tous été emportés dans un courant extraordinaire, dans quelque chose qui nous a tous dépassés. Il fallait qu'on vainque ou qu'on meure, et bien c'est fait, on a gagné. Voilà, bon, on s'est débarrassé aussi de celui qui tirait les ficelles derrière nous. On va pouvoir rebâtir un pays à peu près pacifié, et chacun va rentrer chez soi, et on va essayer d'oublier les responsabilités que nous avons eues les uns et les autres. Disons-le quand même, ça arrange une grande partie de la population, cette espèce de pacification possible, de retour à quelque chose qui rompt précisément cet emballement politique dans lequel la France était à ce moment-là. Puis il y a une quatrième raison à laquelle on ne pense pas, c'est qu'il y a aussi une catégorie
qui va trouver chez Tallien un avantage considérable. Ce sont tous les opposants à la Révolution. Parce que les opposants à la Révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement à partir de 92 ? Ils ont échoué partout. Bon, ils ont échoué partout, alors que le roi avait des partisans qui ne se sont pas manifestés ni en 92 ni en janvier 93, alors que surtout quand la Vendée se déclare qu'elle cherche des alliés, ils ne viennent pas et ils sont incapables de venir, alors que en 93, c'est un quart au moins de la France qui est hostile à la Révolution, à la constitution civile du clergé et à la levée des 300 000 hommes. La Vendée ne doit pas faire oublier que ce qui se passe dans le sud de la Loire, c'est ce qui s'est passé dans un quart de la France, la Bretagne, l'Alsace, l'Île, le Pays Basque, une grande partie du Massif central. Bon, tout ça, ça a échoué. C'est-à-dire, les contre-révolutionnaires présents n'ont pas été capables de lutter contre la Révolution. Ils étaient nombreux. En 1795, en 1797, après, mais quand même, en 1795, en 1797, les contre-révolutionnaires gagnent les élections dans les assemblées. Gagnent les élections. Il y aura des coups d'État pour virer les députés royalistes, mais ils avaient gagné. En 1799, personne n'y pense. En 1799, il y a cette gigantesque coalition qui rentre sur toutes les frontières de France. Nantes est envahie par les Chouans, Saint-Brieuc, Le Mans sont envahis. À Toulouse, il y a 5000 morts provoqués par les insurrections royalistes et c'est un échec total. Bon, comment est-ce que vous voulez que les royalistes expliquent leur incapacité à vaincre un régime qui était si fragile? Ça arrange la terreur. La terreur est satanique, Robespierre a tout mené et c'était totalement irrésistible. Et donc là, l'idée de la terreur de Tallien arrange littéralement tout le monde et aussi arrange, il ne faut pas l'oublier, quelqu'un qui va jeter un voile pudique sur les événements parce qu'il y a quand même participé, c'est Napoléon Bonaparte, quand il prend le pouvoir et qui va imposer à partir de 1799-1800 véritablement silence radio jusqu'en 1814 sur tout ce qui s'était passé précédemment, alors que lui-même avait été un proche du frère de Robespierre. Donc on a affaire là à cette coalescence qui va se prolonger, je ne voudrais pas prendre trop de temps, et on rentre dans une autre dimension qui excède en quelque sorte la dimension proprement historique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si cette proposition de terreur lancée par Tallien fonctionne, c'est que ça rencontre aussi toute la sensibilité de l'époque. La sensibilité de l'époque, c'est le roman noir, c'est le mélodrame, c'est Sade, c'est le moine de Lewis, c'est-à-dire toutes ces pièces à spectacle avec ces monstres qui sont véritablement là et qui expliquent finalement tout le monde. C'est-à-dire qu'on est là dans ce moment de grand mélange des sensibilités et d'acceptation d'une violence qui n'a jamais été acceptée à ce moment-là, nulle part à ce moment-là, avant ça n'avait pas été accepté. Et donc le roman noir là rencontre, ou la terreur rencontre le roman noir, c'est les deux qui sont mêlés, rencontre aussi une sensibilité qui était fondamentale à cette époque-là et qui aura disparu, c'est l'idée du sublime. Le sublime qui avait été inauguré par Burke dans les années 1750, que Kant va reprendre à son compte à un moment donné, et qui considère à dire que finalement, ce qui est l'essentiel même de la vie humaine, c'est de voir que les individus puissent être affrontés à de grands crimes, à de grands événements naturels, à de grandes tempêtes et à de grands naufrages. Et la Révolution participe précisément de cette sensibilité du sublime qui fait que celui qui s'affirme, que celui qui va en quelque sorte affronter la colère des dieux est véritablement un être humain normal. Bon, à partir de 1800, le sublime aura eu le cou un petit peu tordu. Et puis, je dirais, la troisième veine qui permet aussi de comprendre la terreur, c'est une veine philosophique. Une veine philosophique avec deux penseurs. C'est Joseph de Maistre,
qui dès 1795, mais il jouera son rôle après, dès 1795, va estimer que ce que la France a vécu, c'est une époque. C'est-à-dire que tout a changé, que le monde a été bouleversé, et il est un des premiers vraiment à le théoriser sous cette forme-là. La Révolution, ce qui s'est passé pendant la Révolution, a cassé le monde, on a changé de monde. Et c'est quelque chose qui, précisément, permet de s'appuyer sur l'idée de la terreur lancée par Talien. On est bien dans quelque chose qui excède toutes les dimensions de pensée. Voilà, il y a bien coïncidence. Et celui qui va en quelque sorte jouer un rôle encore plus important et plus durable, c'est Hegel. Dans la phénoménologie de l'esprit, il va présenter, lui, qui avait tout le temps été sensible à la Révolution, notamment 14 juillet 89, mais lui qui reçoit les nouvelles par les journalistes en Allemagne et qui suit ces événements chaotiques que je viens de décrire, eh bien, il va accepter la terreur pour essayer de la penser dans l'histoire du monde. Et pour essayer de la penser, pour dire que dans cette modalité d'ascension de l'humanité vers plus de liberté, la terreur joue un rôle parce qu'elle a été précisément l'exemple de la négativité de la liberté. C'est-à-dire que la terreur rentre là dans un système philosophique complet. La terreur devient explicable dans le déroulement de l'histoire de l'homme, puisqu'elle montre là, et ça sera tous les penseurs allemands qui vont le dire, que les Français ont eu tort de faire une révolution parce qu'ils n'avaient pas fait leur révolution philosophique préalablement. Et donc que la terreur et cet échec de la Révolution française, cette précipitation, c'est ce que Fichte pensera, c'est ce que Schiller théorisera, et c'est ce que Hegel intègre dans cette pensée, et qui sera ensuite reprise. La terreur rentre là dans une explication générale du monde, et une explication, et je terminerai vraiment là-dessus, une explication qui arrange aussi véritablement tous ceux qui veulent prendre le pouvoir. Puisqu'en définitive, je vais commencer par là, je terminerai par là, la violence, entre guillemets, de la terreur des années 1792-1794 ne sont pas plus graves, même de très loin moins importantes en chiffres que les violences commises par les armées napoléoniennes pour le seul prestige de Napoléon, quand même. Que, grosso modo, on estime que la retraite de Russie a coûté 200 000 hommes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le bilan sur lequel on peut s'arrêter pour les victimes de la Vendée. Bon, et on ne parlera pas des autres opérations militaires. Que ce qui s'est passé en Espagne, en Italie jusqu'en 1815, déborde très largement toutes les normes, en quelque sorte, de la violence. Ou que aussi la violence de la conquête de l'Algérie entre 1830 et 1848 ont été marquées par des crimes de guerre absolument considérables. C'est-à-dire que l'idée, là, me semble absolument essentielle aussi à retenir, c'est que stigmatiser la terreur, c'est aussi, après Talien, avec tout ce régime qui se met en place, qui s'appelle les directoires, puis ensuite le consulat et l'empire, c'est en quelque sorte d'utiliser ce qui s'est passé entre 1792 et 1994 comme cet épouvantail sanglant qui consiste à dire il ne faudra pas que ça se reproduise. Vous pouvez faire la révolution, il ne faudra pas recommencer cette terreur. Ça sera répété en 1848, ça sera répété en 1870-1880, quand les républicains de la Troisième République voudront la République sans la Révolution et auront du mal à gérer la Commune. On a, avec la terreur, je dirais, et c'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête, cette espèce de marqueur des limites possibles qu'il ne faut pas franchir dans l'usage du pouvoir et dans cette espèce de mise à nu de ce qu'est la prise du pouvoir par un groupe.
La terreur, c'est ça aussi. C'est ça qui est en quelque sorte quelque chose qui est devant nous et qu'il faut prendre pour ce qu'elle est, ne pas la prendre, je dirais, pour quelque chose qui a bien existé, mais bien la prendre pour quelque chose qui a été inventé, quelque chose qui a été utilisé et quelque chose qui ne doit pas nous aveugler. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas le mot terreur à nouveau. Moi, je vous propose tout le temps de dire la période qu'on a qualifiée de terreur et de mettre des guillemets. C'est pas pour tirer des choses d'une façon trop compliquée ou couper les cheveux en quatre, si j'ose dire. C'est tout simplement pour dire on ne va pas oublier les violences. On ne va pas oublier ce qui s'est passé. On ne va pas oublier les responsabilités, mais on ne va pas être dupe non plus de cette façon par laquelle on a bâti une invention qui nous obsède et qui ne doit pas nous empêcher de penser tranquillement et d'empêcher de faire de l'histoire pour de bon, c'est-à-dire de revenir au contexte, de faire de l'érudition, d'arrêter de se répéter les uns les autres et d'arrêter de faire des comparaisons qui n'ont aucun sens et de tirer des conclusions qui sont tout simplement des conclusions idéologiques. Je ne suis pas sûr que vous m'aurez toujours suivi. J'espère que je ne vous aurai quand même pas trop désarçonné et la parole est à la salle. Merci professeur pour cet exposé passionnant qui, je suis sûr, va susciter quelques réactions dans la salle. Je vous propose de prendre un petit volet de quelques questions. On échange directement. Bon. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal? Est-ce que je peux prendre de l'eau? On a parlé beaucoup de la terreur. Je me présente Bernard de Lyon, ça j'ai pas dit. On a parlé beaucoup de la terreur et on a assez peu parlé de la Vendée finalement. Vous dites que vous évaluez à 200 000 morts le nombre de victimes de l'insurrection vendéenne. On peut dire aussi qu'ils ne sont pas de toute façon victimes de la terreur dans leur ensemble, puisque une bonne partie, je dirais même, beaucoup d'historiens s'accordent à dire qu'il y a eu au moins autant de républicains, enfin de gens qui avaient une sensibilité républicaine, qui ont été victimes de cette insurrection, on ne peut pas le mesurer. On peut dire aussi que beaucoup sont morts, comme dans tous ces événements, du fait de maladies, de dysenterie, de choses qui n'avaient rien à voir avec la Révolution. On peut dire aussi, à la décharge des républicains, que les premiers actes de violence ont été quand même des actes de violence, en particulier à Machecoul, qui sont absolument terribles et qui, eux, ne pouvaient pas être imputés à cette violence de la peur, ce que j'appelle la violence de la peur que vous avez évoqué tout à l'heure. Tous ces éléments font que les strictes victimes de la terreur ne sont quand même pas très très nombreuses dans cet inventaire un peu à la Prévert. Et puis, ça c'est un petit peu autre chose, mais quand vous avez parlé de la violence de la peur, enfin c'est moi qui appelle ça la violence de la peur, mais j'essaye de rassembler l'idée, ça me fait penser quand même beaucoup à Sétif. Sétif du 8 mai 1945, où effectivement les Européens ont massacré des Arabes, des musulmans, simplement parce qu'ils avaient peur des submergés. Voilà. Alors moi je vais vous suivre et pas vous suivre. Si vous voulez, je vais vous dire simplement les choses aussi. Je ne m'engagerai surtout pas dans ce décompte. Non, pour une raison simple, c'est que d'abord il est impossible. Il est strictement impossible à faire. Qu'ensuite, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même dans les armées, la majorité des morts ne sont pas dus au combat. Même pour les soldats, hein, les soldats meurent à cette époque-là. Il faut vraiment attendre 95, 96 et les armées napoléoniennes pour qu'il y ait des morts au combat d'une façon nombreuse.
Bon. Que, en revanche, les soldats meurent de la gale, meurent de maladies, meurent de dysenterie. Les combats tuent beaucoup moins qu'on croit. Bon. Donc, si vous voulez, moi, je dirais pas ça. Bon, en outre, le décompte, alors, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, j'aurais tendance à dire, c'est pas du paradoxe, que c'est encore pire si des républicains ont été tués par des colonnes républicaines. Bon. Or, on sait que dans beaucoup de cas, c'est ce qui s'est passé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les exonérer. Enfin, ils sont doublement tués à ce moment-là. Bon. Un certain nombre de colonnes incendiaires, on le sait bien, notamment dans le Haut-Bocage, la Jubilière, tue les gens qu'ils rencontrent. Bon. Donc, moi, j'ai pas du tout envie de dire... non. Les 200 000 morts... Il y a 30 ans, ça me fait une drôle d'impression au passage de dire ça comme ça, mais il y a 30 ans, parce que ça a commencé déjà là, il y a 30 ans, l'estimation que j'avais faite, qui était à la louche, mais c'était au moins 220 000 morts. Bon, Reynald Séché, pour ne pas en parler, estimait en parlant du génocide qu'il y avait 110 000 morts. Bon, et moi j'en trouvais le double. Ce qui posait quand même quelques problèmes. J'estimais vraiment que ce n'était pas un génocide. Depuis, et notamment 2007, les travaux de Jacques Hussonnet, qui me critique, mais a raison, hein, sur mes estimations, rabaisse le nombre des victimes. Mais on ne sait pas. On n'est pas capable de savoir. À 170 000 morts, et il ajoute 30 000 morts des soldats républicains, ce qui est possible. On n'en saura jamais rien. Bon. Moi, il me semble que c'est... faute de pouvoir faire autrement, je crois. Il faut certainement accepter ces 200 000 morts pour dire, bon, les événements qui se passent au sud de la Vendée, dans ce chaos-là, parce que, si vous voulez, quand vous dites il y a des armées républicaines, ouais, les généraux républicains estimaient qu'une partie de leurs troupes étaient des planches pourries. Bon, c'est d'eux, c'est pas de moi. Bon, qu'ils ont été quand même obligés d'essayer de rétablir la discipline parce que ces troupes pillaient, violaient, brûlaient inconsidérément. On est en septembre 93, dans l'été 93, avant 94. Bon, est-ce que ce sont des républicains? Ou est-ce que ce sont des violents qui profitent de la situation comme il y en a partout pour faire ce qu'ils veulent? Bon. Donc, si vous voulez, moi j'ai envie de dire, il y a 200 000 morts dans des événements qui ont été causés pour des raisons politiques et qui reposent aussi sur une violence de la peur. Et là, je crois qu'il faut vraiment garder cette idée-là, de cette violence de la peur. Machkou, c'est 160 morts, hein, à peu près. Hein. C'est sans doute pas plus. Non, ce qu'on dit 800, c'est... Non. Moi, j'ai fait le décompte un par un. Bon. Je maintiendrai que c'est 160. On en compte 160, j'ai les noms, si j'ose dire. Bon. Les Michelet et Jaurès sont allés à 400 et à 800. Yves. Non, du Marseille, oui. Sur Charette donne le chiffre de 200. S'il veut. Bon. S'il veut. Mais rien que les Vendéens, moi j'ai la liste aussi, oui. Les Vendéens, donc les massacrés à Machecoul sont 21 ou 22. Plus 2 qui ont été massacrés en allant à Machecoul. Bon. Alors, ça fait 23, 24. Bon, mettons 200. Mais bon, si on ajoute tous ceux qui viennent de Loire inférieure, bon, je chipote là, mais sur un thème un peu dangereux, mais mettons 200. C'est un gros massacre. Bon, c'est un gros massacre, c'est un massacre de populations voisines qui se détestent et qui se tuent. Moi j'ai compté à la mi-mars 93, de Bourneuf-en-Ré jusqu'à Herbiers, Chantonnay, j'ai compté une vingtaine de massacres. Oui, mais pour toutes ces mêmes raisons. Oui. Et on est bien dans des populations voisines qui se connaissent et qui se tuent. Bon. Et moi, la comparaison que je fais, c'est pas avec Sétif, c'est avec la Yougoslavie. Bon, la Bosnie, la guerre de 1991, on peut tuer son voisin parce qu'on a de bonnes raisons pour le faire.
Bon. Et un Machkous qui est effrayant dans un sens, mais humain. Non, je pèse mes mots. C'est qu'ils partagent à peu près tous le même mode de vie, à peu près tous les mêmes convictions, puis des petits détails qui font qu'ils vont se différencier. Donc on est bien dans cette violence de peur, et il me semble que sur cette violence de peur, il y a les mots d'ordre politique qui se rajoutent, il y a ensuite les jeux de la guerre civile entre révolutionnaires qui se rajoutent, et c'est ça qui fait ce millefeuille dont on parle. Bon. Mais quand je dis millefeuille, je ne dis pas régime, je ne dis pas organisation, et je ne dis pas détermination. Bon. Mais sur le flou, excusez-moi, je pense qu'il faut garder le flou. On ne va pas faire les décomptes, ça serait inutile. Oui et faux. Parce que, si vous voulez, si on oublie la Vendée, des choses comme ça se passent tout le temps, partout. Bon. C'est Lyon, à Lyon c'est abominable, à Bordeaux c'est abominable, et puis je le dis aussi, mais c'est un peu de la provocation, vous me pardonnerez, mais quand même de temps en temps il faut le faire, on ne pense jamais au Pays Basque. Bon, les paroisses de Sarah d'Estassou ont été déportées en fin 93, parce que basques ceux-là. Là il n'y a pas de problème, c'est les Basques qui parlent le basque qu'on déporte. Bon, il y a 3000 personnes qui sont concernées, c'est pas beaucoup. Là les gens vont avoir des conditions de vie et des morts éventuellement, voilà, est-ce qu'ils sont morts directement ou indirectement, on ne va pas chercher, et ils ont souffert. Voilà. Donc il me semble que c'est ça qu'il faut avoir en tête. On redira aussi que c'est bien ça qui est aussi le lot ordinaire des Allemands à partir de 1795 jusqu'en 1815, des Italiens de 1797 jusqu'en 1815 et des Espagnols pendant au moins 3 ans. Bon, je ne sais pas pour exonérer qui que ce soit, c'est pour, voilà, on va essayer de caler un peu les choses. On peut peut-être apporter 2 précisions. La première, c'est Guénifet qui le dit dans l'article de l'histoire auquel tu avais participé, le numéro il y a 5-6 ans. Il dit, je crois à juste titre, que l'essentiel des morts date de 93 et non pas du début 94. Je pense qu'il n'a pas tort, hein, étant de 93, donc c'est tous les combats et c'est toute la virée de galère. Oui, non, ça c'est terrifiant. C'est terrifiant, hein. Et donc je crois que c'est à juste titre donc, qu'il insiste sur ce problème. L'autre remarque que je voulais faire, c'est que parmi tous ces morts, il y a non seulement donc, les massacrés, les malades de maladie, mais il y a aussi tous les tués au combat. Hein, du côté blanc. Et l'exemple le plus caractéristique, c'est celui des 3 batailles de Luçon, le total, et Dominique Gautron me l'a encore redit au téléphone avant-hier, c'est près de 8000 tués, hein, ou noyés, et un mal, donc entre le mois de juin et le mois d'août 93. Donc c'est un chiffre, sans compter donc, les morts de la Tremblay de Cholet, Châtillon, c'était un massacre. Enfin, il y a aussi tous les tours combats, y compris du côté républicain, mais je dis des Vendéens républicains. Alors moi, j'entends ce que tu dis, je le comprends. Mais la position que j'aurais là-dessus, c'est de dire, il faut accepter tous ces flous, tous ces morts, tous ces massacres, etc. Les accepter et les reconnaître, et aussi essayer de, je dirais, s'en sortir par le haut. Parce que ce que tu dis là, bon, je ne voulais pas en parler jusque maintenant, mais ce que j'ai derrière la tête, c'est les 150, 170 squelettes qui aujourd'hui sont dans des caisses à Nantes et qui ont été sortis du carré des quinconces des Jacobins au Mans. Bon. Il y a eu certainement entre 2000 et 4000, 5000 personnes ensevelies dans le centre du Mans et dans les alentours suite à la bataille de décembre 1793. Bon. La position que je défendrai là, c'est de dire qu'il serait quand même urgent d'accepter de penser que ces morts-là, il faut leur donner une sépulture et une reconnaissance pour de bon. Qu'on ne va pas les trimballer d'un endroit à un autre pour les lier à tel ou tel endroit avec lesquels ils n'avaient aucun lien au préalable, parce que les gens qui ont été tués là,
sont certainement partis des Mauges ou revenaient de Mayenne ou de Bretagne et n'avaient rien à voir avec la Vendée départementale. Et encore plus, dans ces squelettes, il y a certainement des squelettes de gens qui étaient plutôt du côté bleu ou des Manceaux, des habitants du Mans. Bon, donc on ne va pas faire là aussi de tri. C'est pas possible. Bon. En revanche, il me semblerait vraiment utile de dire, bon ben voilà, on ne va pas se cacher les yeux, on va reconnaître que c'est les victimes de la guerre civile. De la dernière grande guerre civile que la France ait connue. On peut peut-être arrêter de faire comme si cette guerre continuait. On peut peut-être faire le deuil de cette guerre et avoir, mais là, une volonté politique. Hein, une volonté politique. Bon, il y a un certain nombre de gens ici présents qui ont des responsabilités. Convainquez, oui, vos collègues qu'il est grand temps quand même de reconnaître tout simplement que le temps du deuil est arrivé. Tout bêtement. Bonsoir, Éric Limousin. Donc, je vais me permettre une remarque qui va nous permettre de sortir du décombre macabre de mort, parce que de toute manière, on ne saura jamais rien, et que de toute manière, ça sera toujours beaucoup, voire trop. Ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais savoir de votre part, c'est comment, ce que vous venez de nous expliquer en 1h30, on est à peu près représentatif de la population française, donc je l'espère, on a à peu près tous compris. C'est pas si compliqué que ça. Non. Pourquoi est-ce que, d'une part, ça a beaucoup de mal que transposer dans les programmes scolaires et faire en sorte qu'on ne passe pas des heures et des heures entières à essayer de tournicoter autour de justement ce problème du nombre de morts qui perturbe l'enseignement de cette question, en particulier en Vendée. Et d'autre part, pourquoi, au-delà du système scolaire, ce que vous venez de nous présenter et de nous expliquer, ça ne rencontre pas le même public que tout ce que nous pouvons lire. Et moi, personnellement, en tant que, moi aussi, historien professionnel, j'aimerais qu'un jour, on pense à faire une loi utile qui s'appellera le délit de... le délit d'exercice illégal de l'histoire. Comme vous l'avez dit, faire de l'histoire, c'est utiliser des méthodes, utiliser des outils et des méthodes qui font que le résultat il est acceptable par la communauté. Alors là aussi, je vais vous prendre à contre-pied. J'aimerais bien, mais l'expérience prouve que même dans les métiers avec des conseils de l'ordre, les réglementants, les médecins, les dentistes, etc., vous voyez ce que je veux dire tout de suite, il y a un certain nombre de gens qui exercent la médecine en dehors, et si je pousse ce que je pense, qu'ils exercent parfois mieux que les médecins eux-mêmes. Bon, donc, on va, tant pis pour le Conseil de l'ordre, et moi, ça ne m'incite pas à penser qu'on va pouvoir mettre des barrières à l'exercice de l'histoire. Parce que, mais ça m'embête de dire ce que je vous dis là, mais qu'est-ce qu'on est quand même obligé de constater? Je vais le dire avec tranquillité, c'est qu'un certain nombre d'historiens professionnels, universitaires, machin, et toutes les onctions possibles et imaginables, ont quand même, et on n'en citera pas aujourd'hui, ont quand même dit, et continuent à en dire, des abominations et sur la Révolution et sur la Vendée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur supprime leur doctorat, on les charge de l'université, on les exile à Madagascar, j'en sais rien. Mais, et puis le problème est aussi, c'est que dans un certain nombre de cas, et ce que je dis là, je suis sérieux, j'ai appris ici en Vendée il y a 30 ans ou 40 ans, des choses que j'ignorais complètement par des gens qui étaient garagistes. Hein, par des gens comme ça, que je voyais dans des rencontres à droite et à gauche, et qui me disaient, mais bon sang, mais vous savez pas ça, et je me rendais compte que c'est eux qui avaient raison, que moi qui avais tort. Bon. Donc les historiens du dimanche, si vous voulez, ils sont embêtants, surtout quand ils travaillent toute la semaine. Bon. Mais Philippe Ariès, pour la communauté des historiens, ça dira quelque chose à tout le monde. Sans Philippe Ariès, on serait passé dans la communauté des historiens à côté de l'histoire de la mort, quand même. Bon, donc les historiens du dimanche, les non-professionnels,
on n'y peut rien, et notre corporation a, comme toutes les corporations, ses moutons noirs et ses aveugles. Et c'est comme ça. Et puis aussi, ça trouille. Quand j'ai commencé à travailler sur la Vendée, vous me permettrez quand même de revenir un petit peu là-dessus, ce qui m'a le plus étonné, c'est de découvrir que personne n'avait tellement travaillé sur le fameux décret du 19 mars 1793, et j'avais utilisé complètement. C'est-à-dire le moment où on va créer depuis Paris ce délit de contre-révolution. Alors, on partait toujours de l'idée que les Vendéens étaient exceptionnels, que c'est à cause de ça qu'il y avait eu la Vendée, et moi il me semblait que c'était parce que les Parisiens avaient des comptes à régler entre eux qu'ils avaient transformé une insurrection en guerre de Vendée, avec les conséquences malheureuses que ça avait eu. Bon, ça c'était il y a 40 ans. Il y a une dizaine d'années, j'ai repris cette histoire de terreur à l'ordre du jour. Et franchement, j'ai mis plus de 5 ans à oser l'écrire. Parce que j'en revenais pas. Parce que quand je lisais mes collègues, ils étaient tous en train de dire la terreur, c'est bien connu, ça commence en septembre 92, ça commence en 91, Guinifé fait commencer la terreur le 14 juillet 89, comme ça on est tranquille. Bon, pourquoi pas le 13 bon, bon, et en relisant, je n'arrivais pas à comprendre où était ce satané décret de terreur remis à l'ordre du jour. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, honnêtement, j'ai mis plus de 5 ans à l'écrire il y a 15 ans. Parce que je me disais, c'est pas possible. Bon, je pense qu'effectivement, j'ai eu raison. Tous les autres avaient eu tort. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Hein. Il y a des choses que je n'ai pas vues. Bon, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller avec modestie. Avec modestie, c'est-à-dire que là, on sait bien qu'il y a des choses qu'on raconte et qui ne sont pas garanties. Et qu'il faut revenir sur les silences. Et si vous voulez que je vous embête pour de bon, moi il y a un silence qui m'embête en ce moment. Mais qui m'embête parce que c'est un silence assourdissant. J'en ai encore pas parlé. Quand on parle des violences de la Révolution, on oublie tout le temps que la journée qui a été la plus terrible de toute la Révolution, de mémoire, je ne pense pas dire de bêtises, c'est le 20 juin 1793, où il y a eu 20 000 morts dans la journée. Sauf que c'était à Saint-Domingue. C'était l'incendie du Cap. Bon. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, il y a eu, à partir de 1791 jusqu'à 1804, une explosion de violence et d'atrocités, à côté desquelles ce qui se passe dans toute la France, et même en Vendée, c'est vraiment très acceptable. Bon. Et je ne plaisante pas quand je dis ça. C'est-à-dire que là, les atrocités commises à Saint-Domingue, Haïti, qui expliquent l'histoire d'Haïti aujourd'hui, sont inouïes. Les historiens qui en parlent et que je connais ont un mal fou à faire passer des idées, parce qu'aujourd'hui, il est, je le dis comme je le pense, malséant de parler de ces violences. Parce qu'elles sont commises notamment par les esclaves révoltés, et en particulier par un certain Toussaint d'Ouverture, qui n'est pas seulement le héros que l'on connaît. Donc, ce que je veux dire par là, c'est de dire qu'il faut être prudent. Il faut accepter d'avancer pas à pas. Il faut accepter de ne pas juger ceux qui nous ont précédés, parce qu'on sera jugé par ceux qui nous suivent. Alors, c'est pas la peine. Bon, prenons des précautions et essayez de mettre des pierres comme ça. Moi, j'ai conscience de mettre des pierres. Bon, le mur n'est pas fini. Donc, continuons. Et quant au programme scolaire, c'est une tâche inouïe. Parce que les programmes scolaires, c'est un entonnoir gigantesque. On met des tas de choses dedans, il en sort 3 pages au bout. Bon. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans un programme scolaire, et c'est un problème énorme, on ne peut pas enseigner des choses qui sont en décalage complet avec ce que ceux qui sont éduqués connaissent déjà. Donc il faut toujours transiger. C'est à partir de ce qui est su qu'on peut changer les choses. Bon. Donc voilà, il y a un compromis à faire. Il faut accepter. Et puis continuer ce genre de choses avec... c'est pas rigolo. Mais Vidal-Naquet l'avait écrit très bien dans Les Assassins de la mémoire. On laisse le champ ouvert,
On ne fait pas de loi mémorielle, on discute, on reprend et on continue. C'est tout. Il suffit de pas trop fumer, pas trop manger, faire du sport, et on a encore 20 ans devant nous. Une autre question, monsieur? Bonsoir, je m'appelle Joël Christian, je suis breton d'origine et vendéen de cœur. Ma question est un petit peu peut-être ridicule, mais elle peut être intéressante quand même. Aujourd'hui, quand un avion se crache en Andalousie, quelques jours après, quelques minutes, le monde entier le sait. Comment se propageaient les nouvelles qui étaient centrées sur Paris? Pour apprendre un exemple, que Danton était exécuté, tout le temps Marseille la prenait, Strasbourg, ainsi de suite. Et comment elle était propagée, ces bonnes ou mauvaises nouvelles? Est-ce qu'elle était bien racontée ou c'était exagéré ou pas? Merci. La réponse est simple. Avec tous les moyens d'information qu'on a, nous ne fonctionnons que dans les rumeurs. Vous pouvez bien imaginer qu'auparavant, c'était au moins la même chose. Bon, on va commencer comme ça. Et que les fausses nouvelles, moi j'ai été très marqué par Timișoara, Hara, ça vous dit tous quelque chose, en 89. C'est inouï ce qui s'est passé là. Bon, à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien croire. Bon. Alors, sur ce qui se passe pendant la Révolution, vous avez raison, c'est une très bonne question. Nantes apprend la fuite du roi en juin 91 en 3 jours. Bon, ce qui est exceptionnel. Mais ça veut dire qu'il y a un type sur un cheval qui change de cheval tous les 20 km. Bon. Donc c'est quelque chose d'assez à peu près inouï. Grosso modo, de l'ouest à Paris, les nouvelles mettent entre 4 et 5 jours. Pas plus. Ce qui est beaucoup. Hein. Non, le système de la poste fonctionne très bien. Il y a vraiment des navettes. Bon, ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours bien. Ça ne veut pas dire surtout que les nouvelles sont vérifiées. Au contraire, là, la difficulté de contrôler les nouvelles sont absolument considérables. Bon, très concrètement, ça veut dire, pour le breton que vous êtes, que les insurrections qui ont eu lieu en Bretagne à partir de la mi-février du début mars, pour Finistère Nord, etc., qui sont réprimées à peu près à la mi-mars, arrivent à Paris. Alors ça, on le sait, à partir du 18 mars. Parce que précisément, tout à l'heure j'en parlais, le fameux décret du 19 mars 1793 est pris parce que les conventionnels apprennent que les Bretons et les gens de la Mayenne, enfin du Maine, se sont soulevés et qu'ils sont en train de couper les communications dans tout l'Ouest avec Paris. Et c'est contre eux que ce décret qui punit de la peine de mort tous ceux qui portent la cocarde tricolore, la cocarde blanche, pardon, bien sûr, ou qui sont armés, qui sont exécutés sous 24 heures, que ce décret est pris, obligeant les Girondins à le prendre parce que les montagnards leur imposent. C'est le jeu dont je parlais tout à l'heure à l'intérieur. On est le 19 mars. Ce 19 mars, vous le savez certainement tous, c'est le jour de la fameuse bataille de Pontcharrat à côté de Saint-Fulgent, la fameuse défaite de la troupe envoyée de La Rochelle sous le commandement de Marsay, qui se fait battre par précisément cette bande armée qui va provoquer cette compréhension de ce qui se passe dans la Vendée départementale comme la guerre de Vendée. On apprend la nouvelle à Paris le 23. Donc on a mis 4 jours. Bon, on essaye les nouvelles de représentants en mission, New et les autres, qui les envoient. Donc on est dans 4 ou 5 jours, mais on est bien là. Non, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'on est dans ce jeu de nouvelles concurrentes, dans ce jeu de vérification pas possible, et que ça explique ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que quand Robespierre est guillotiné, la Convention reçoit en même temps l'approbation de la fête de l'être suprême et en même temps l'approbation de l'exécution de Robespierre. Il y a ce décalage-là. Quant à la mort de Danton ou à la mort des hébertistes ou à la mort de Robespierre, mais comprenons les choses simplement, personne ne comprend. Parce qu'il y a aussi un système de propagande qui est extraordinaire. Quand Hébert est exécuté en mars 1794, il y a un rouleau compresseur de la propagande qui va montrer Hébert comme un accapareur
Et on le voit, parce que là, il y a des témoignages. Hein. Tous les mouchards de police pondent des rapports et on peut les lire. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais comment ça se fait qu'on a été trahi? C'est... si vous voulez, c'est toutes les grandes désillusions qu'il y a sur Facebook à propos des people aujourd'hui. D'un seul coup, on se dit, c'est pas possible, et ils nous ont tous caché ça. Mais c'est les mêmes modèles qui se passent. Bon. Et les gens n'y comprennent rien. Quand Robespierre est exécuté, il y a des gens qui ont été proches de Robespierre, vraiment des proches, qui vont dire, mais c'est pas possible ce qu'on nous a raconté sur lui. Il était comme ça. Et ces gens-là vont le croire profondément. Donc, on est dans ces réseaux de croyances. Faire de l'histoire, c'est aussi ne pas croire les croyances des autres. Bon, et les mettre par recoupement, mais en faisant ça, on n'est pas au même diapason que les gens ordinaires qui ont ces croyances naïves qui sont essentielles. Hein. Notre recul à nous, il n'y a que nous qui l'avons. Bon, à l'époque, c'est pas ça du tout. Et c'est difficile. Hein. Robespierre met certainement un mois pour comprendre ce qui se passe à Nantes, parce qu'il n'arrive pas à y croire. Et personne n'arrive à y croire. Comme à Lyon, personne n'arrive à y croire ce qui se passe. Donc on est là dans des jeux qui sont vraiment très compliqués. C'est pour ça que moi, je n'ose pas trop avoir des avis définitifs sur les positions des uns et des autres. Parce que c'est pas pour les excuser, c'est pas pour masquer leurs responsabilités, c'est pour essayer de comprendre de ce qu'ils savaient vraiment et des jeux dans lesquels ils étaient. C'est pas une excuse. Hein. On va prendre une dernière question parce qu'on va devoir rendre l'amphithéâtre à 20h30. Donc s'il y a une dernière question, oui. Bonsoir. Vous avez parlé de décret de Berkeley et vous êtes passé assez vite sur le décret du 1er août 1793. Est-ce que c'était volontaire? Vous avez parlé de l'article 8 notamment, qui épargne, qui demande à l'armée d'épargner les femmes, les enfants, les vieillards, et très peu sur les articles qui précèdent, qui organisent très clairement les massacres en Vendée. Non, tout à fait. Alors non, les massacres en Vendée, non. Si vous me permettez, là, je dis non. Le décret, oui, vous avez complètement raison. Autrement, sur le fond, vous avez raison. Bon, je les ai cités, il me semblait que ce n'était pas l'essentiel. Bon, il fallait ne pas passer à côté, il ne me semble pas qu'on soit passé à côté, mais qu'on n'avait pas à rentrer dans un débat, qu'on y reviendrait notamment, comme vous le faites ici, c'est très bien. Bon, le décret du 1er août 1793 est un décret qui est pris, je le disais tout à l'heure, après un discours fleuve de Barère, dans lequel Barère, rappelons-le, va répéter à plusieurs reprises qu'il faut détruire la Vendée. Les choses sont claires. Bon. Et lorsque le décret est pris, ce décret est, et ça sera répété le 1er octobre 1793, de détruire, d'exterminer, les brigands de la Vendée. Bon. Et il me semble que c'est pas du tout anecdotique et que c'est pas du tout une clause de style pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans l'ensemble de ces décrets qui organisent effectivement la destruction des haies, la destruction des réserves, l'extermination de tous les gens qui seront considérés comme des brigands combattants de la Vendée, il y a là des décrets qui sont extraordinairement violents, on est tout à fait d'accord, avec en revanche cet article 8 qui dit que les femmes, les enfants et les vieillards devront être protégés et devront être, j'ai oublié là, ce qui suit, vous me pardonnerez. Conduits dans l'intérieur. Pardon? Seront conduits dans l'intérieur. Oui, voilà, ils seront conduits dans l'intérieur. Voilà, mais je vous remercie. Et ça donnera naissance à ce qu'on appellera les réfugiés de la Vendée. Bon. Alors, il me semble que c'est important de le comprendre parce que cet article-là est un article qui, je dirais, évite de dire deux choses. La première chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'une population vendéenne, entre guillemets, qui est visée, puisqu'en aucun cas il n'y a eu de délimitation de territoire, qu'en aucun cas il y a eu de qualificatif sur des caractéristiques particulières, et qu'en revanche, on va opposer ces gens sans armes
aux brigands de la Vendée qui sont tout aussi imprécis. Et dans les brigands de la Vendée, ce qui me semble évident, ce qui n'est pas dit, mais ce qui est évident, y compris pour les officiers sur le terrain, c'est que si un enfant ou une femme se trouve dans les armées vendéennes, dans les troupes de brigands, ils seront aussi exécutés. On ne va pas se voiler la face. Bon. Les armées de cette époque-là sont des armées dans lesquelles l'âge ne compte pas et le sexe ne compte pas, en définitive. La distinction civile-militaire n'existe pas. En revanche, ce qui est bien clair, c'est qu'il s'agit, quand je dis vraiment bien clair, c'est qu'il s'agit des brigands de la Vendée, c'est de ce territoire imprécis, et que ça renvoie, et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, que ça renvoie au mot brigand, qu'on oublie tout le temps. Parce que brigand, ce n'est pas un mot qui vient de la Révolution, et on revient là sur les habitudes très antérieures. Les brigands, c'est comme les pirates. C'est la même définition. Les brigands, ce sont des gens qui sont hors les lois et qui sont, par définition, sujets à la destruction par le pouvoir en place. Le mot brigand est employé par la monarchie traditionnellement. On détruit les brigands comme on détruit les pirates. Quand on prend un pirate, on le pend. Parce qu'il est hors la loi. Le décret porte le titre de rebelle de la Vendée. Ou les rebelles, oui, rebelles ou brigands. Non, mais en premier, vous avez raison, le 1er octobre, on dira les brigands. Bon. Mais ce mot rebelle ou brigand, ce sont les gens qui sont mis hors la loi, et c'est un qualificatif donc antérieur à la Révolution, qui sera repris aussi, et on le voit notamment parce que quand on regarde les ordres qui ont été signés par le comité de salut public, il suffira de les chercher, on va trouver assez facilement des ordres pour détruire les brigands de la Normandie. Et ça, c'est au moment précisément de la virée de Galerne, quand le Carpentier va à Granville. Bon. Donc on est là dans quelque chose qui est en quelque sorte ordonné par l'habitude de la destruction des pirates, des rebelles et des brigands dehors la loi. Et c'est ça aussi, alors qui est certainement difficile à accepter, mais qui fait que c'est ça qui fonde le fameux décret du 19 mars. Le décret du 19 mars, il est toutes les personnes hors la loi n'ont pas à être jugées, elles sont condamnées d'avance et doivent être exécutées. Et au passage, c'est pour ça que Robespierre n'a pas de jugement. Il s'est mis hors la loi, il a été hors la loi, il est exécuté le lendemain sans jugement. Aujourd'hui, ça peut poser des tas de problèmes juridiques. On est au moment de la Révolution et cette définition du hors la loi est absolument fondamentale. Bon. Alors, maintenant, sur l'effectivité de la chose, donc je le disais tout à l'heure, les chiffres les plus bas, c'est au moins 20 000 personnes qui sont considérées comme des réfugiés de la Vendée et qui reçoivent de l'argent à Poitiers, à Tours, à Orléans, grosso modo jusqu'en 1795. En fait, il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a des milliers de personnes à Nantes qui seront protégées comme ça, y compris quand même la sœur de Charette, qui jouera un rôle en 94 et qui est connue et qui est à Nantes. Bon. Et puis l'autre chose, c'est que on le voit en juillet 1793, et je le disais tout à l'heure, au printemps 1794, il va y avoir le recensement et la reconnaissance que dans le territoire de la Vendée départementale, là c'est très précis, dans le territoire de la Vendée départementale, il y a bien des républicains qui ont des droits et qu'il faut protéger. On les félicite en juillet 1793 d'avoir voté pour la Constitution, on les recense au printemps 94 pour que leurs biens ne soient pas confisqués. C'est-à-dire que la définition du mot brigand ou rebelle, parce qu'on est bien dans le même ordre de pensée, cette définition-là vise bien les populations insurgées et ne vise pas une population vendéenne dont on ne saurait pas ce que c'est. Je ne suis pas idiot non plus. Bon. Sur le terrain, on sait très bien, je le disais tout à l'heure, qu'un certain nombre de colonnes infernales n'ont absolument pas fait de tri. Au contraire, ont tué systématiquement tous ceux qu'elles rencontraient. C'est-à-dire qu'entre la loi
et l'effectivité, il y a toujours ce problème de terrain. Ça ne veut pas dire que toutes les colonnes infernales l'ont fait, et ça ne veut pas dire non plus qu'on verrait l'État français s'engager dans une extermination d'une population désignée. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des Basques, où là, il y a déportation des Basques parce que Basques, ce qui pose un autre problème. Merci beaucoup et merci à vous de votre attention.